Joey Starr qui est venu nous présenter, on peut dire quoi? Sa protégée, Joey Starr? Non, je ne ferai pas cet affront, quoi, mais... Ouais. Sa copine. C'est mon team, c'est mon pote. C'est votre pote. Ouais. Lady Leslie, elle va nous raconter son histoire assez incroyable puisque la vie ne vous a pas fait de cadeau, mais vous avez dépassé tout ça. Auparavant, Joey Starr, on a vu comment vous étiez mobilisé au mois de décembre avec d'autres artistes pour que, en banlieue, les jeunes aillent s'inscrire sur les listes électorales. Et ça a été... Je rectifie. Déjà, on ne dit pas banlieue, on dit périphérie de Paris. Périphérie de Paris. Oui, non, mais c'est pas qu'à Paris. Non, mais les périphéries des grandes villes. C'est justement un peu partout, quoi. Et pas les jeunes et les moins jeunes, quoi. Tout le monde, quoi. Enfin, un peu conscientiser, un peu pour pouvoir conscientiser un peu tout le monde, quoi, surtout, quoi. Quand deviennent des tous vrais ceux qui citoyens. n'ont pas leur carte d'électeur, pour qui ça n'a pas été un automatisme il y a bien longtemps, comme moi et d'autres. Vous, par exemple, vous disiez que vous avez eu votre carte d'électeur, la première fois que vous avez voté, c'était à 32 ans, c'est ça? C'est ça. 32 ans. Ouais. Ah ouais. Donc moi, je me sentais comme les jeunes qui habitaient en banlieue périphérique. Et comme ça, elle fâche personne. Banlieue périphérique, comme ça fâche personne. C'est important les mots. Je veux dire, Neuilly, c'est la banlieue aussi. Enfin, tu vois, on se comprend. Donc moi, je pensais que finalement, je n'avais pas besoin de voter parce que je me sentais pas représentée. Et maintenant, j'ai changé d'avis. Je me dis qu'on a un pouvoir et c'est maintenant qu'il faut le faire valoir, quoi. Alors, je pense surtout qu'à un moment donné, même si pour tous ceux qui sont à gauche et qui trouvent qu'on a une gauche couille molle, à un moment donné, je pense qu'il va falloir justement s'inscrire, voter pour un peu leur forcer la main ou pour les contraindre à se réveiller un peu et à penser à tout cet électorat, justement, qui pense ne pas exister, justement. Alors, la banlieue, on en a la banlieue périphérique ou non, la périphérie des grandes villes. En tout cas, on en a beaucoup parlé, évidemment. Souvent, on a montré des jeunes en rupture de la société. On avait voulu, on n'est pas les seuls à faire ça, montrer évidemment des jeunes, la banlieue ou la périphérie, etc. C'est pas que des jeunes qui galèrent, c'est des gens... quand tu parles comme ça, déjà. Mais quoi? C'est banlieue, en tout cas, ça peut être aussi synonyme de réussite. C'est pas simplement la galère, même si c'est aussi ça. Mais en général, quand on dit banlieue, justement, c'est pas du tout synonyme de ça, c'est ça le propos. C'est synonyme de quoi? Bah, justement, c'est synonyme de communautarisme, de non-intégration, de plein de choses, quoi. Bah, la preuve en image que ça peut être également autre chose. Marie-Laurence Rincé. Moi, je le sais, attends, tu prêches un converti. Mais sauf que, je sais que le reportage n'est pas simplement destiné à Joey Starr. Moi, je vais dire un truc. Si je me déplace dans ce genre d'émission, c'est justement pour montrer à certaines personnes aussi que... Enfin, dire, parce que peut-être qu'à travers moi, tout le monde ne le voit pas, mais en banlieue, il n'y a pas que des gens qui font du rap, il n'y a pas que des délinquants, il n'y a pas que... Et voilà, quoi. Il y a aussi des gens qui font des études, qui ont des vraies envies. Et à côté de ça, il y en a qui ont des rêves et qui ne peuvent pas aller au bout de leurs rêves. C'est surtout ça, c'est comme ça qu'on le voit. Alors, certains ont été au bout de leurs rêves. Ça marche pour eux. Regardez le reportage de Marie-Laurence Rincé. Une réalité que connaît Joey Starr, peut-être pas tous les téléspectateurs. Marie-Laurence Rincé. Un jeune de banlieue qui réussit, c'est forcément un rappeur ou un sportif. C'est en tout cas l'image encore largement véhiculée. Un cliché qui agace, c'est le moins qu'on puisse dire. En particulier ceux qui investissent d'autres secteurs et qui, pour certains, ont même décidé de créer leur propre entreprise. Le black qui danse, le beurre qui joue au foot, oui. Pour moi, ce sont des clichés qui sont presque racistes. On est aussi capable de créer des entreprises, on est capable d'être cadre sup, avocat, ingénieur, ouvrier tout simplement, mais on est capable de travailler et d'utiliser nos ménages. Les parcours et les succès qui vont avec sont variés. Une société de taxi, de nettoyage industriel, de vêtements et même un succès de librairie qui étonne jusqu'à son auteur. Ça fonctionne et en plus, il y a plein de gens super différents qui l'achètent. Il s'en est déjà vendu 80 000, ce qui en termes de littérature est un véritable petit exploit pour quelqu'un qui n'avait pas d'éditeur, qui a écrit un livre sans savoir vraiment pourquoi il sort de nulle part, vous pouvez le dire. Qui sort de nulle part. Pour ceux qui ont opté pour la création d'entreprises, leur origine suscite parfois quelques réticences de la part des clients. Dès le premier contact, une certaine gêne de la part du client. Parfois, c'est pas toujours. Dès le début, si vous arrivez bien à dialoguer avec lui et que vous lui montrez qu'il y a un potentiel derrière, le rideau tombe. Demain, il y aurait Jacques Chirac qui passerait ou n'importe qui, moi j'irais le voir. Fouad et Salim ont créé leur marque de vêtements et eux, le contact avec le client visiblement ne leur fait pas peur. Vous diriez quoi, Jacques Chirac? Je dis, si tu peux pas porter un polo. Voilà. Je dis, vu qu'il peut pas mettre de suite parce qu'il a une grande image, hein, je dis, bah, mets un polo Jackson. Pourquoi? Vous supportez les jeunes, la fracture sociale. C'est nous la fracture sociale. Pour lancer leur activité, Fouad et Salim n'ont pas choisi n'importe quel parrain. Mohamed Dia, originaire comme eux de la cité Paul Valéry de Sarcelles. Mohamed Dia, patron d'une florissante entreprise de vêtements qui pèse 15 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il vit entre la France et les États-Unis, patrie de l'un de ses tout premiers modèles, un certain JR. Dallas, ouais,
C'est le premier truc qui m'a donné envie de vouloir entrer dans le domaine d'une société, des affaires, avoir son propre bureau, sa propre secrétaire, prendre son téléphone, appeler les gens. Ce côté un peu manipulateur, ça me passionnait. Mais le pactole, c'est cet ancien berger malien qui l'a décroché. Malamine Koné, 34 ans, fournit les maillots de plusieurs clubs de foot de Ligue 1. Son groupe spécialisé dans les vêtements de sport, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'an passé. Des success stories qui ont de quoi faire rêver, même si ces créateurs d'entreprises n'ont pas toujours eu un parcours idyllique. On est parti chez le banquier, il nous a reçus, il nous dit c'est très bien ce que vous faites, c'est bien, je peux pas vous prendre. Il vous dit non, je peux pas parce que j'ai des directives, le textile c'est difficile. Puis de jeunes, franchement, vous venez avec un gros dossier, tant que vous n'avez pas des rentrées d'argent, vous n'êtes pas chez eux, vous n'avez pas 40 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros sur leur... Ils viendront pas vous voir. La création d'entreprises, même les rappeurs sont obligés de passer par là. Une reconversion à laquelle Joey Starr, qui possède une marque de vêtements et un label, n'échappe pas. Joey Starr qui a aussi produit le premier album de Lady Leslie. La plupart des artistes qui ont commencé comme chanteurs, comme rappeurs, vont passer de l'autre côté de la console et quitter le micro pour devenir producteur, manager, voire dans certains cas même designer de fringues. Lady Leslie, en plus d'un nouvel album, a elle aussi décidé de créer sa marque de vêtements. Un nouveau défi pour cette rappeuse qui aura dû franchir bien des obstacles. Victime d'un accident cérébral il y a 2 ans, elle a dû réapprendre à parler et à chanter. Elle vient de remonter sur scène. Ma vie, c'est le doute. C'est la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur. C'est la chance au compte-gouttes. Après le fait de pouvoir parler, il y a le fait de se dire est-ce que je vais réussir à rapper. Donc ça, je crois que ça a été un mur pendant des mois et des mois où j'ai dit mais de toute façon c'est fini, moi c'est terminé, ça marchera pas, etc. Et là, effectivement, ça a été un peu la révélation, quoi. Elle a retrouvé un potentiel sur scène qui est aujourd'hui intéressant. Un combat dont Lady Leslie parle dans son dernier album, symboliquement intitulé Second souffle. Souvent planqué pour pleurer, à la lumière j'efface tout. Je suis Lady Leslie, une rappeuse parmi tant d'autres. Lady Leslie, accompagnée de Joey Starr, Second souffle. Joey Starr, comment vous avez rencontré Lady Leslie ? Comment vous avez rencontré Lady Leslie ? Je voudrais juste rectifier. C'est pas Joey Starr qui a produit mon album. Le premier. Non, je l'ai réalisé. J'ai réalisé le deuxième, en fait. Voilà. Celui qui est sorti et qui n'a pas eu sa chance parce que... Parce que j'ai eu cet accident. Et donc ça, c'était il y a 2 ans, l'accident. C'était il y a 2 ans. L'album venait de sortir et vous n'avez pas pu, comme on dit maintenant, aller le défendre parce que vous arrivez quelque chose de très lourd, un accident cérébral. Voilà. Sinon, comment je l'ai rencontré ? Ouais. Je l'ai rencontré en fait parce que le jeune homme qu'on voyait là-bas, tout à l'heure, qui s'appelle Seb Farhan, en fait est mon associé et son mari aussi. Et en fait à l'époque il est manager de sa profession et en fait à l'époque il manageait un groupe qui s'appelait Regasonic. Et en fait j'ai rencontré, elle était dans le groupe. Les femmes dans le rap, il n'y en a pas 50, en tout cas celles qui passent à la télé, il y a quoi ? Il y a Diams et il y a vous. C'est quoi la réputation du rap ? C'est un côté un peu macho, on peut dire ça ? Non, mais c'est vous qui vous mettez ça en tête. Moi, vous êtes là en tout cas pour rectifier. Nous, oui, les journalistes, à chaque fois je rencontre des journalistes, ils disent oui, le rap, pour une femme c'est dur. Non, c'est un métier comme un autre. Voilà, il faut se battre, c'est vrai, mais ils ne sont pas plus machos que d'autres, quoi. Mais il y a moins de rappeuses par rapport aux chanteurs que par exemple dans le rock ou dans la variété. Non, mais je crois que surtout, c'est à mon avis, arrêtons tout ça, parce que je crois que l'important, en fait, quel que soit l'individu, c'est qu'il fasse la performance, qu'il soit bon. Quand le son est bon, on se pose pas la question de savoir qui est quoi ou quoi. Tac, tac, comme tout à l'heure, tu vois un truc, alors on a besoin de savoir si on s'en fout, quoi. Si c'est bon, c'est bon, quoi. Je pense que les gens, quand ils foutent ça, quand ils glissent ça dans leur platine, à un moment donné, ils ont plus... si on arrive à les faire rêver, ils ont plus ce truc de savoir si c'est une meuf. Après, il y a peut-être ce truc qu'ont peut-être les ados de se reconnaître. Alors les gamines vont peut-être se trouver un peu de contenance en écoutant ce genre de truc, mais je crois que l'intérêt, c'est de se dire que voilà, on a fait un bon boulot et que ça s'arrête là, quoi. Je crois qu'après, il n'y a pas... Enfin, nous, on n'en est pas là, quoi. Maintenant, on a ce truc, je pense, qui est propre... un boulot propre à chacun d'entre nous, quoi. Moi, je le dis, je l'ai toujours dit, moi, je suis un peu macho, c'est comme ça, quoi. Voilà, j'ai pas choisi, quoi. Un peu exigeant, alors dit par les mots de Lady Leslie, nous avons vécu des moments de grande tension, des disputes effroyables. Joey est une nature. Le fait que je sois une fille n'a rien changé à son comportement. Fidèle à son style, il me rentrait constamment dedans, me cherchait, m'exaspérait. J'avais souvent les larmes aux yeux. Après chaque séance, j'étais vidé, je le haïssais. Je l'ai dit. C'est normal, on n'a pas besoin de bosser pour ça. Je l'ai dit. C'est vrai. Ouais. Mais finalement, il était comme ça parce qu'il voulait que je donne le meilleur de moi-même. Et je pense qu'il a réussi. Dans l'album notamment, le deuxième. Moi, j'ai pas de souci. De toute façon, on n'était pas là pour rigoler, donc ça. On était là pour bosser. Voilà. Non, et puis je pense que
Enfin, moi, parce que je la connais, je sais qu'elle fait ce qu'elle a, donc à un moment donné, il faut le réveiller, ce truc-là, c'est tout, quoi. C'est être dans une cabine avec un micro dans un aquarium, c'est pas une attitude spontanée, quoi. Donc il y a des fois, il y a des choses qu'on peut gratter quand on est chez soi et qui peuvent arriver comme ça et qui sont spontanées parce qu'on les écrit d'une traite. Et puis après, il y a l'interprétation de tout ça, quoi. Parce que rapper, c'est pas juste tchatcher dans le rythme sur une musique. C'est dire. Ce qui fait. Oui, donner son âme aussi dans ce qu'on fait. Alors, quoi. quand vous donnez votre âme, parce que là, vous racontez des trucs extrêmement personnels, des paroles vachement pas touchantes qui font. On disait faire ce qu'on a, c'est ça. Pour nous, le vrai hip-hop, c'est ça. C'est pas forcément. Non plus, ça veut pas dire qu'on est là à aboyer, c'est faire ce qu'on a. Ça peut être sur un truc lent, doux, ou up-tempo. Mais je crois que c'est le but premier de la manœuvre, c'est justement ça, quoi. Alors, vous racontez, je dois reconnecter ma parole à mon cerveau, imagine le topo, à retenir mes larmes en cours d'orthophonie, à dire au revoir quand il faut dire merci. Votre histoire, c'est ça. Donc vous avez, en février 2003, un accident. Et derrière, vous devez... Racontez-nous comment ça s'est passé après. Et ben, quand je me suis réveillée, donc, je me suis rendu compte que j'étais à l'hôpital. Et donc, ça, c'est une chose. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais perdu la parole. C'est-à-dire que Entièrement. Entièrement. Il n'y avait aucun mot qui sortait de ma bouche. Et là, je me suis dit, c'est la merde. Oui, c'est vrai. Donc, vous avez paniqué, là. Je pense que tu t'es même pas dit ça, en fait. Parce que moi, j'étais non, là, je me suis dit, il faut que je reparle. Il faut que je redevienne la personne que j'étais. Et donc, ça a pris 2 ans, un long combat de tous les jours. Il faut que je rappe aussi, il faut que j'arrive à re-rapper. Non, pour l'instant, non, je ne me disais pas. Le... Non, pour le rap, c'était encore autre chose. Pour moi, il fallait parler parce que j'avais une fille, j'avais... Ouais, vous écrivez, je suis peut-être en train de partir, ce n'est pas possible, pas comme ça, j'ai une bouche à nourrir, je ne veux pas mourir, pas comme ça. Voilà. Ce qui vous retenait à la vie, c'était ça, la bouche à nourrir. Oui, parce que j'aime ma fille, évidemment, et puis surtout, j'avais pas envie de quitter ce monde comme ça, quoi. Joey Starr, il était là à ce moment-là? Oui. Il est venu, quand on a su que j'étais donc à l'hôpital, il est venu le jour même et il est resté là. Il est venu me voir. Quel a été son apport à ce moment-là? Sa présence. Même si je ne pouvais pas parler, dans mes yeux, finalement, comme j'avais perdu la parole, tout ce que je pensais se voyait dans mes yeux. Et le fait qu'il soit là, qu'il soit venu me voir, ça m'a beaucoup touchée déjà. Et puis voilà. Non, mais je crois que surtout qu'en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que bon, y a ce qui lui arrive à elle. Et puis, quand tu vas voir quelqu'un avec qui moi j'ai fait un album avec elle, donc on s'est vu pendant, je sais pas, on va dire 4 mois, 5 mois, quasiment tous les jours. Et on m'a filé des fleurs avec une carte et que je lui ai filé la carte et qu'elle ne pouvait même pas la lire, enfin, elle comprenait même pas le truc, quoi. Tu vois, donc à ce moment-là, les mots ne voulaient plus rien dire pour vous, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le cerveau, c'est la machine qui contrôle tout le corps. Et moi, on avait effacé tout ce qu'il y avait dans mon cerveau. Donc, même si on m'offrait des fleurs avec un mot dessus, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et ça, c'était il y a simplement 2 ans. Voilà. Combien de temps il vous a fallu pour revenir à la vie? Si je peux finir ce que je disais, moi, le truc, comme tu m'as posé une question et que je n'ai pas pu J'écoute, finir. et en même temps, on avance, il y en a pour tout le monde. Ouais. J'écoute. Sinon, je me casse, comme ça, il y en aura plus pour tout le monde. J'écoute. Non, le truc que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte quand même que bon, il y a ce qui lui arrive à elle. Puis moi, le truc que je peux dire, c'est que son mari, c'est quand même mon associé, mon meilleur ami et mon manager en même temps. Donc c'est aussi ça le truc, c'est ces gens, enfin les gens de sa famille, tout ça. Il y a aussi, on n'en parle pas beaucoup parce que je vois à chaque fois que je vois des interviews, ok, ce qui lui est arrivé, et voilà, taf, mais il y a aussi les gens qui l'entourent. Moi, j'ai vu un peu mon pote qui savait pas, qui était un peu perdu par rapport à tout ça, et que voilà, quoi, il y a aussi eux, quoi, c'est vachement important. Les médecins, ils disaient quoi? On n'en parle jamais, quoi. Ils disaient quoi, les médecins? Parce que vous étiez condamné à ne plus pouvoir reparler, et c'est votre nature qui a pris le dessus, ou alors les médecins étaient optimistes? Les médecins disaient que peut-être que je reparlerais, mais ils ne savaient pas dans combien de temps. Et il va falloir qu'on puisse m'aider. Donc voilà, c'est peut-être par ma combativité que j'en suis arrivée là en 2 ans. Après, je pense aussi que parce que j'étais une jeune fille saine, parce que je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je faisais du sport. Donc c'est ça. Non, mais il faut le dire. Donc finalement, c'est ça qui m'a aussi permis de m'en sortir beaucoup plus vite que les autres personnes qui ont eu cet accident. Aujourd'hui, vous n'avez aucune séquelle? Je dirais que il me manque un petit peu de mémoire et pour la parole, je bute un peu sur les mots, mais en même temps, si vous me comprenez, ça va. On comprend tout à fait. On vous comprend aussi quand vous rappez, quand vous chantez, on écoute un peu. Je suis Lady Leslie, une rappeuse parmi tant d'autres. Rien de plus si ce n'est que je me cache derrière tant de portes. La vie est dure pour une femme condamnée à être forte. Donc je reviens vers vous, je crois que votre amour me porte. Comme ces jours où rien n'allait pour moi et que j'ai senti de l'amour près de moi. Même si plus rien n'est
est sûr, tu vois, rien n'est plus dur pour moi que de douter de moi comme toi. Mais je vis au jour le jour, tu vois, tout autour de moi qui mène le même combat. Et pour le jour où rien ne va, parle-moi, parle-moi, baby. Et vous écrivez Lady Leslie, vous chantez Même si on vit où les gens sont gris, range ton fusil, c'est pas la Russie. Le matin désormais je souris à la vie avec une seule envie, celle de sourire à ma fille. Avant l'accident, vous n'étiez pas dans la même philosophie de vie? Non, parce que j'étais un peu plus pessimiste par rapport à ma position dans ma carrière, par rapport à ma vie sentimentale. Et finalement, après mon accident, parce que j'ai toujours avant et après, je me dis que j'ai appris à relativiser et puis surtout... la vie est belle, quoi. Donc pourquoi se prendre la tête sur des choses voilà, c'est ça le message, finalement. C'est ça, la vie est belle, quoi. Beaucoup d'optimisme. L'album Second Souffle, pour Joey Starr, c'est quoi la suite? Moi, je fais pas mal de choses, en fait. Vous êtes? J'ai dit, je fais pas mal de choses. Ouais, je suis en train de finir mon album. Enfin, je suis, on va dire, presque aux 2/3. Je bosse avec Philippe Manœuvre sur un bouquin autobiographique, non pas que j'ai fini, mais je sais pas, ça paraissait être une bonne idée, vu que je suis presque comme un mec qui peut raconter des histoires au coin du feu, tu vois. Moi, j'ai des anecdotes, en vrai. Je suis un peu comme un mec, je suis un peu... Comment on me dit souvent, j'ai un ami qui s'appelle Franck Tuzeux qui me dit « T'es le seul mec que je connais qu'on a l'impression qu'il vit en Alabama, enfin, pour un noir, en France. » Je l'ai pas bien dit, mais bon, on se comprend. Donc je pense que j'ai plein de trucs à dire. Enfin, il se trouve que j'ai plein de trucs à dire. Devoir de mémoire. Il y a une conférence le 2 février. Ouais, en fait, le truc, c'est que devoir de mémoire, en fait, on cherche un mécénat, là, parce qu'on voudrait partir avec plusieurs autres associations, prendre un car et aller arpenter un peu la province, faire des conférences débats, des choses comme ça, quoi. Avant les élections de Avant 2017. Les élections. Puis non, mais c'est surtout que c'est bien beau d'aller dire, ouais, allez vous inscrire, ainsi de suite, allez voter, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, pour que ceci ait lieu, il faut aussi conscientiser un peu tout le monde. Donc d'autres et moi, qui sont là, on essaie de faire des conférences débats avec des sujets qui correspondent à l'époque, ainsi de suite. On n'est pas là pour qu'il y ait une guerre des mondes, on est plutôt là justement, comme je disais, pour conscientiser, quoi. Peut-être que ça suscitera des vocations et qu'on saura pour qui voter aussi. Un peu de politique, Joey Starr, c'est possible? Un Joey Starr qui s'engage dans la vie politique moi, le militantisme, j'en ai fait avant même de savoir ce que ça voulait dire. Mon premier album, dedans, il y a des choses qui sont dites. Je pense que ça commence. C'est déjà de la politique, ne serait-ce que de se préoccuper de l'autre, c'est de la politique, je crois, quoi. Enfin, je crois que l'étymologie du mot politique, c'est la vie de la cité, quoi. Enfin, de vous en préoccuper. Mais moi, j'aurais pas de raison d'être si je sortais pas d'un climat d'urgence et que j'avais pas envie de raconter ça. De toute façon, j'ai rien d'autre à raconter, en vrai, à la base, quoi. Donc, je crois que c'est déjà ça, à la base. Joey Starr, le haut-parleur. Merci beaucoup, Joey Starr. Lady Leslie, second